Je vous remercie, Monsieur le Président, et je remercie aussi, bien entendu, les organisateurs de ce colloque de m'avoir convié à y participer. Et mon sujet porte donc sur les limites à l'aménagement contractuel des nouveaux droits réels immobiliers par le droit des procédures collectives. Alors, il semble désormais établi, et en tout cas d'après la Cour de cassation, et ça a déjà été dit, que des droits réels innommés, sui generis, non répertoriés par le Code civil, puissent être aménagés par contrat. La question de ces nouveaux droits réels créés par convention est revenue donc sur le devant de la scène juridique ces dernières années. Essentiellement, ça a déjà été rappelé aussi de nombreuses fois par la fameuse affaire de la Maison de la Poésie, puisque la Cour de cassation, je vous le rappelle tout de même, y a admis la création conventionnelle d'un droit réel de jouissance spéciale au bénéfice d'une fondation. Et il est donc possible de créer toutes sortes de droits réels, c'est-à-dire des droits directs et immédiats sur une chose, opposables erga omnes, et qui définissent en l'occurrence l'utilité particulière d'un bien. Alors, de façon pragmatique, toutes les fonctions utilitaires, économiques d'un bien peuvent être exploitées, ce qui profite aux titulaires et aux auteurs de ces droits. Et c'est finalement l'évolution même, ça a été dit aussi sous d'autres formes, c'est finalement l'évolution même de l'exercice de la propriété individuelle qui est en jeu. L'usage et la jouissance d'un bien peuvent être déclinés, aménagés à la carte et être concédés à plusieurs titulaires, y compris de façon alternée, tout en permettant aussi de partager les coûts. Donc, la jurisprudence ouvre en quelque sorte l'accès aux biens pour tous. Mais tout n'est pas permis et une limite est posée à l'imagination des parties. Elles doivent respecter les règles d'ordre public. Alors, mentionné sans plus de précision dans la jurisprudence de la Maison de la Poésie notamment, il faut sûrement comprendre qu'il s'agit de celles qui relèvent de l'ordre public du droit des biens et aussi de l'ordre public des matières autres, qui pourraient entrer en conflit avec ces droits réels sui generis. Donc, la confrontation de ces nouveaux droits aux droits des procédures collectives apparaît assez naturellement puisqu'il s'agit d'une matière d'ordre public. Et les procédures en cause concernent donc des entrepreneurs individuels et toute personne morale de droit privé, et elles soumettent l'entreprise en difficulté et ses partenaires à un régime juridique dérogatoire impératif. Et pour l'essentiel, les questions sont de savoir finalement si les stipulations de la Convention qui crée ce droit réel seront respectées après l'ouverture de la procédure et si ce droit va survivre à la procédure. Alors il ne s'agit pas d'imaginer précisément le devenir de chacune des possibilités d'aménagement contractuel d'un droit réel innommé, tant les figures de la jouissance spéciale peuvent être variées. L'objet de notre étude est d'envisager le plus généralement possible l'appréhension d'une situation de ce genre dans le cadre d'une procédure collective, même si notre sujet se limite aux droits portant sur un bien immobilier. Au préalable, précisons que les procédures qui forment le cadre de notre étude sont les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. En revanche, deux autres procédures sont a priori exclues, et dans le cas général en tout cas, la liquidation judiciaire simplifiée et le rétablissement professionnel. Alors pourquoi? Parce que la liquidation judiciaire simplifiée, réservée aux petites entreprises, est soumise à l'absence de biens immobiliers dans le patrimoine du débiteur. Si l'on considère que la notion de bien immobilier englobe celle de droit réel immobilier, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée apparaît impossible pour le titulaire d'un droit réel immobilier de jouissance spéciale. Et puis, pour le rétablissement professionnel réservé aux personnes physiques, non-entrepreneurs, individuels à responsabilité limitée, il est exclu, dans le cas général, en tout cas, on peut le penser, de facto, en raison de l'exigence légale d'un actif déclaré d'un maximum de 5 000 €, valeur que le droit réel de jouissance spéciale sur un immeuble pourrait peut-être souvent dépasser.
Dans les cas envisageables de procédure collective et quant à l'existence des droits réels immobiliers innommés, donc il faut distinguer finalement deux grandes périodes. On doit en effet se demander à quelles conditions ce droit peut subsister pendant le déroulement de la procédure, et il faut aussi savoir si ce droit peut être consenti alors que son auteur se trouve en état de cessation des paiements, c'est-à-dire pendant la période dite suspecte, qui précède l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Et en définitive, le droit réel en cause peut rencontrer deux grandes catégories d'obstacles. Alors nous verrons en effet tout d'abord que la remise en cause de ces droits peut résulter du déroulement même de la procédure, et puis nous constaterons ensuite que si ces droits réels sont consentis en période suspecte, ils peuvent être purement et simplement anéantis. Pour commencer, le droit réel immobilier, aménagé contractuellement, peut être remis en cause par le déroulement de la procédure collective. Et la menace est double. D'une part, les règles relatives au déroulement de la procédure présentent un risque pour la convention, puisqu'elle peut être, on le verra, résolue. Et d'autre part, ces dispositions du droit des procédures collectives sont une menace pour le droit réel lui-même. Alors, tout d'abord, concernant les risques encourus par la Convention, le contrat qui aménage le droit réel peut devoir être soumis aux dispositions qui gouvernent la continuation des contrats en cours au moment de l'ouverture de la procédure collective. Ces règles particulières, impératives, permettent à l'organe de la procédure, l'administrateur ou le liquidateur judiciaire, selon les cas, de décider de ne pas poursuivre certains contrats. Sur ce point, le contrat en cours, au sens du droit des entreprises en difficulté, est celui qui, lors de l'ouverture de la procédure, n'a pas produit ses effets essentiels ou celui pour lequel la prestation essentielle n'a pas été réalisée. Dans notre hypothèse d'une convention qui confère un droit réel immobilier de jouissance spéciale, par principe, on peut penser que le contrat est en cours lorsqu'il est conclu avant le jugement d'ouverture de la procédure, mais que le transfert du droit réel n'a pas encore eu lieu. Et selon les stipulations de l'acte, le montant du transfert du droit à son titulaire peut être immédiat, c'est-à-dire dès la signature de l'acte, ou bien différé à un moment ultérieur. Si le jugement d'ouverture de la procédure est prononcé entre la conclusion du contrat et le moment du transfert du droit, l'organe de la procédure peut décider de ne pas poursuivre le contrat. Et les textes, c'est-à-dire les articles L622-13 et L641-11-1 du Code de commerce, permettent alors, dans certaines conditions, la résolution du contrat. Et la Convention peut donc, dans ce cas de figure, être réduite à néant, emportant avec elle le droit qu'elle devait instituer. Ensuite, si le contrat en cours est maintenu, il doit être exécuté normalement. Et s'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, la créance du propriétaire doit, sauf accord de sa part, être acquittée à son ou ses échéances normales. À défaut, la résolution de plein droit est prévue par les mêmes textes, et en conséquence, une fois la poursuite du contrat décidée, la subsistance de la Convention qui institue le droit réel immobilier innommé peut encore être menacée. Mais, quoi qu'il en soit de ces possibles remises en cause du contrat, le droit réel lui-même est également en danger dans la mesure où son titulaire peut encore craindre d'en être dépossédé. Concernant donc maintenant les menaces qui pèsent sur le droit réel lui-même, il faut se rappeler que la procédure collective vise soit à sauver l'entreprise en restructurant le patrimoine du débiteur, soit à la liquider au mieux. Et dans ce cadre, la cession de certains ou de tous les biens ou droits du débiteur peut être réalisée. Mais il y a tout de même quelques cas, on le verra, dans lesquels ces cessions seront impossibles. Alors d'abord, la cession de ces droits réels est envisageable pour l'essentiel à l'issue de la procédure collective. Il en est ainsi lors de la cession globale de l'entreprise ou lors des opérations de réalisation d'actifs
ces actifs étant cédés un à un en procédure de liquidation judiciaire. En outre, pendant la période d'observation d'une sauvegarde ou d'un redressement judiciaire, période qui permet de chercher les solutions adaptées à l'entreprise en difficulté, la loi prévoit, c'est l'article L622.7 du Code de commerce, qu'il est interdit de passer les actes de disposition étrangers à la gestion courante de l'entreprise. Par conséquent et en général, pendant la période d'observation, il est en principe interdit de céder le droit réel et bien sûr, il est aussi impossible de consentir un tel droit. Mais des exceptions sont toutefois permises puisque le juge commissaire pourrait autoriser la cession de ces droits. En conséquence, celui qui octroie le droit en question doit être conscient qu'il peut, dans certains cas, perdre la maîtrise du choix du titulaire de ce droit, et de même, le bénéficiaire du droit doit savoir qu'il peut en être dépossédé. Et contre ces dangers de cession, le droit réel pourrait bénéficier de certaines protections. Alors, cette protection peut être d'origine légale. La première à laquelle on peut penser est celle qui résulte de l'article L526.1 du Code de commerce, qui rend insaisissable deux droits, les droits sur l'immeuble où est fixée la résidence de l'entrepreneur individuel, la résidence principale de l'entrepreneur individuel. Alors, on peut tout de même douter qu'un droit réel de jouissance spéciale puisse en réalité porter sur la résidence principale, parce que l'usage et la jouissance d'un immeuble comme résidence principale paraît davantage relever de l'exercice du droit de propriété ou bien d'un droit réel démembré connu comme l'usufruit ou l'usage et l'habitation. Donc ce sont là aussi les risques de requalification dont on a déjà parlé préalablement. Mais en admettant tout de même cette possibilité, et en conséquence, si le droit réel de jouissance spéciale consacre l'usage de l'immeuble à titre de résidence principale d'un entrepreneur individuel, ce droit réel est en application de la loi insaisissable à l'égard de ses créanciers professionnels. Dans le même esprit, il existe aussi la déclaration notariée d'insaisissabilité qui peut concerner, des droits réels de l'entrepreneur individuel sur d'autres biens fonciers du moment qu'ils ne sont pas affectés à son activité professionnelle. Dans ces deux cas d'insaisissabilité, de droit ou par déclaration notariée, le droit réel immobilier de jouissance spéciale est susceptible d'échapper à la procédure collective et spécialement en liquidation judiciaire, le liquidateur ne peut pas procéder à sa réalisation. Mais il existe tout de même des limites à cette insaisissabilité. D'abord, elle ne s'impose pas aux créanciers non professionnels du débiteur en difficulté. Et ensuite, l'insaisissabilité déclarée, elle, est inopposable aux créanciers dont les droits sont nés avant la déclaration. Il faut donc savoir que ces catégories de créanciers peuvent saisir le droit réel en cause. Enfin, l'entrepreneur peut renoncer tant à l'insaisissabilité de droit qu'à la déclaration notariée. Et le liquidateur, alors à condition peut-être de trouver les bons arguments pour le convaincre, pourrait alors réaliser les droits réels en question. Ensuite, on peut encore imaginer que le droit réel innommé soit protégé par une clause d'inaliénabilité, et qui répond au régime des articles 900-1 et suivants du Code civil. Alors, en dehors de nos hypothèses strictes de droit réel innommé et selon des auteurs, cette clause serait généralement efficace en procédure collective, mais attention, elle ne le serait pas en liquidation judiciaire lorsqu'elle est prévue dans un contrat à titre onéreux. En revanche, donc, si elle est stipulée dans un acte à titre gratuit, elle est efficace et le liquidateur ne peut pas demander sa levée au tribunal de grande instance puisque cette demande est attachée personnellement au débiteur qui n'en est donc pas dessaisi. Mais par exception, le liquidateur pourrait tout de même faire cette demande si la clause n'est pas exclusivement motivée par des motifs d'ordre moral et familial. Alors cette clause d'inaliénabilité contenue dans l'acte à titre gratuit sera donc parfois et sous contrôle du tribunal dépourvue d'effet en liquidation judiciaire.
C'est ce que l'on comprend d'un arrêt rendu en matière de donation d'immeubles par la première chambre civile de la Cour de cassation le 4 juillet 2006. Une autre possibilité a été reconnue pour combattre ces mêmes clauses d'inaliénabilité en liquidation judiciaire. La Cour de cassation a également admis que le liquidateur pouvait solliciter la renonciation de l'auteur du droit réel. C'est un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 19 décembre 2018, rendu également à propos de la donation d'un immeuble. On le voit donc, les protections que l'on vient d'envisager, qu'elles soient légales ou conventionnelles, ne sont pas dotées d'une efficacité absolue en procédure collective, et elles ne suffisent pas forcément à protéger le droit réel immobilier de jouissance spéciale. Mais ce n'est pas tout. Ce droit réel risque encore d'être anéanti lorsqu'il a été consenti lors de la période suspecte. Et il s'agit du second danger essentiel que l'on a pu déceler pour la survie du droit réel immobilier innommé en procédure collective. Quant à ces possibilités d'anéantissement d'un droit réel immobilier de jouissance spéciale aménagé contractuellement, elles tiennent donc ce qu'on appelle aux nullités de la période suspecte. Lorsqu'un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire sont ouverts, la période qui précède et qui s'étend de la date de cessation des paiements à celle de l'ouverture de la procédure s'appelle en effet la période suspecte. Et durant cette période, il est traditionnellement considéré que le débiteur qui connaît des difficultés pour payer ses créanciers est tenté de passer des actes qui lui permettent de soustraire des actifs à la procédure et qui encourent donc la nullité. Et la loi, aux articles L632 1 et L632.2 du Code de commerce prévoit donc deux sortes de nullités, les nullités de droit d'une part et les nullités facultatives d'autre part. Alors concernant pour commencer les cas de nullité de droit, ils sont limitativement énumérés par la loi et le tribunal de la procédure ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation. S'il constate que l'acte a été passé pendant la période suspecte, il doit prononcer la nullité. De façon traditionnelle, le premier cas de nullité de droit vise les actes à titre gratuit, translatif de propriété mobilière ou immobilière. En conséquence, un acte à titre gratuit qui accorde un droit de jouissance spécial sur un immeuble en ce qu'il ne transfère pas la propriété du bien ne tombe pas sous le coup de la nullité. Voilà un avantage pour les droits réels de jouissance spéciale ou même général d'ailleurs comme l'usufruit. Alors attention à deux écueils malgré tout. En premier lieu, l'action polienne est toujours envisageable en procédure collective. Et en second lieu, encore faudra-t-il, là encore, que l'acte ne puisse pas être requalifié de donation d'un immeuble en pleine propriété. Et bien entendu, la seule qualification dans l'acte du droit de jouissance spéciale ne suffira pas si le droit est en réalité tellement général qu'il vide de sa substance le droit de propriété et heurte ainsi frontalement l'ordre public des biens. Ensuite, si l'acte est un acte à titre onéreux, il pourrait constituer un contrat commutatif déséquilibré, annulable, si, au terme du texte, les obligations du débiteur en difficulté excèdent notablement celles de l'autre partie. Alors, notons que le débiteur, sous le coup de la procédure collective, victime ici d'une lésion, peut être dans ce cas aussi bien le bénéficiaire que l'auteur du droit de jouissance spéciale. Il pourrait aussi être envisagé que l'aménagement contractuel du droit réel soit utilisé en réalité pour payer un créancier. Alors l'hypothèse est certainement marginale, mais il a déjà été jugé que la vente d'immeubles à un créancier devait être sanctionnée en ce qu'il s'agissait d'une dation en paiement. Et l'acte est nul, et serait nul dans l'hypothèse de ce transfert d'un droit réel sui generis sur un immeuble, et l'acte serait nul en ce qu'il permettrait de payer un créancier autrement que par un moyen normal, tel que prévu au contrat d'origine ou admis généralement dans les relations d'affaires. Alors des cas de nullité de droit plus nouveaux et spécifiques ont aussi été introduits ces dernières années dans la loi, et il existe ainsi une limite particulière qui concerne la déclaration notariée d'insaisissabilité qui porterait sur ce droit réel. Si la déclaration notariée est réalisée pendant la période suspecte, la déclaration encourt la nullité de droit.
Alors on vient de relever certains dangers qui résultent là des nullités de droit de la période suspecte. Reste maintenant à aborder assez rapidement les hypothèses de nullité dites facultatives. Alors pour ce qui est de ces nullités facultatives, la loi vise notamment les actes à titre onéreux accomplis à compter de la date de cessation des paiements si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de cette cessation des paiements. Alors cette fois, la sanction est laissée à l'appréciation du tribunal de la procédure. Et là aussi, le contrat à titre onéreux qui aménage le droit de jouissance spéciale d'un immeuble pourrait donc être annulé si l'acte est passé en période suspecte et si le co-contractant connaît l'état de cessation des paiements de l'auteur du droit réel au moment de la conclusion de l'acte. La nullité facultative concerne encore une fois, décidément, la déclaration notariée d'insaisissabilité. Si elle est réalisée 6 mois avant la période suspecte, la déclaration qui porterait sur un droit réel immobilier de jouissance spéciale encourt la nullité. Alors d'autres situations correspondant à d'autres cas légaux de nullité apparaîtront peut-être encore, mais là aussi, comme précédemment, et en réalité on ne prétend pas à l'exhaustivité, hein, on a surtout tenté de tracer quelques pistes concernant l'application du droit des procédures collectives. Alors en conclusion, en tout cas, la limite à la créativité des parties tenant au respect de l'ordre public recèle finalement bien des écueils et les rédacteurs des actes devront sûrement être très prudents parce que les risques fusent de toutes parts. Ils tiennent à l'ordre public des biens et au danger d'une requalification en droit réel nommé, ou même d'ailleurs en droit personnel de jouissance, peut-être comme des baux. Et on vient de le souligner, si le droit réel innommé concerne des entreprises, l'ordre public tenant au droit des procédures collectives constitue aussi un obstacle parfois insurmontable. Je vous remercie.